Je m'empresse de vous présenter notre orateur principal, la personne de Claude Morin, un professeur, ancien professeur à l'Université du Québec à Montréal, ou du Québec, quelque chose comme ça. Non, de Montréal. L'Université de Montréal. Excusez. L'université non révolutionnaire. Mais le professeur, lui, par contre, on peut en parler longtemps. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. Voilà là, et ça me fait plaisir de m'adresser à vous ce matin, alors que des événements importants depuis quelques mois se passent, mais surtout s'annoncent, parce qu'on est beaucoup plus dans la prospective que dans la réalisation, sauf pour la libération des 3 derniers prisonniers de l'Empire, libération qui a été réalisée le matin même où Barack Obama et Raúl Castro ont adressé la parole chacun en même temps à leur commettant. Alors, j'ai préparé une présentation en bonne et due forme. Je vais essayer de prendre un peu de distance par rapport à ce texte que j'ai élaboré pour vous le livrer aujourd'hui. J'ai 2 lignes directrices. La première, c'est que je me demande s'il s'agit vraiment d'un accord historique. C'est le sous-titre de cette séance, le rapprochement Cuba-États-Unis. Et la deuxième ligne, c'est une normalisation difficile, un rapprochement qui n'en est qu'à son amorce, qui a quand même un effet médiatique, puisque vous avez sans doute vu la photo de Raúl Castro et de Barack Obama hier, se donnant la main ou parlant, échangeant quelques mots, qui était la 2e fois que ces 2 chefs d'État avaient l'occasion de se voir physiquement dans un même lieu, puisque la première fois, c'était lors des funérailles de Nelson Mandela. Aux funérailles de Nelson Mandela, je croyais qu'il s'agissait tout simplement d'une coïncidence et que Barack Obama, se rendant pour saluer Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, ne pouvait pas faire autrement que d'accepter la main de Raúl Castro, parce que Raúl était installé juste à côté de Dilma Rousseff, donc il ne pouvait pas, Barack Obama ne pouvait pas éviter Raúl Castro. Mais ça a été peut-être le premier acte, en tout cas public, de ce qui se déroulait, on peut dire même clandestinement, et dans lequel le Canada était acteur, puisque nous avons fourni le lieu pour que des personnes très importantes venant des 2 pays, Cuba et États-Unis, puissent se rencontrer et discuter de la façon d'aboutir à l'annonce qui a été faite le 17 décembre dernier. Justement, cette annonce a été saluée à l'échelle planétaire comme un événement historique. Historique, a-t-on dit? On a vu souvent de ce qualificatif. Étant historien de l'Amérique latine par surcroît, je me désole souvent qu'on surdimensionne ainsi un événement. D'après moi, on devrait réserver ce terme et ne l'appliquer qu'à un événement qui marque une rupture entre un avant et un après. Je pense néanmoins que dans ce cas-ci, le terme peut se justifier. Il y a certains éléments qui militent pour son usage, à condition cependant d'en concevoir aussi les limites et la portée réelle. C'est ce que je ferai en me fondant sur une certaine connaissance de l'histoire des relations entre les États-Unis et Cuba, en prenant en compte le long terme et le court terme, et en essayant de me projeter, bien que je ne sois pas un prospectiviste, du passé au futur. Dans ce cas-ci,
pays qui n'avaient pas eu de relations diplomatiques, commerciales, financières directes depuis plus de 50 ans annoncent leur volonté de rétablir des relations directes. Et surtout, une des parties, la plus puissante, reconnaît que la politique suivie à l'égard de l'autre est dépassée, est un vestige d'une autre époque, de l'époque de la guerre froide. Barack Obama a fait preuve d'un courage, d'audace, en reconnaissant que la politique envers Cuba était erronée. Il n'a pas dit qu'elle était erronée dès le début, il a dit qu'elle était erronée parce qu'elle n'avait pas produit les résultats attendus. Elle n'avait pas atteint les objectifs visés. Ce faisant, il justifiait la nécessité d'adopter une nouvelle approche, entre guillemets. On peut penser qu'il y a là apparence d'une rupture annoncée avec ce qu'a été la politique des États-Unis envers Cuba. Pendant 55 ans, comme l'a reconnu Barack Obama, la politique suivie par Washington a été de renverser la révolution cubaine. Cette politique s'est résumée en deux mots qu'a employé Obama: regime change. Les États-Unis ont utilisé une panoplie de moyens afin d'induire un changement de régime à la Havane, depuis la coercition économique jusqu'à des actions militaires. Le principal levier a évidemment été l'embargo commercial décrété en février 1962 et bientôt étendu aux aliments et aux médicaments. Cuba, faut-il le souligner, avant 1959, importait une grande portion de son alimentation et d'articles de consommation, de l'ordre de plus de 60%, même 90% dans certains domaines. Il y trouvait aux États-Unis, l'essentiel de son marché pour ses produits, à commencer par le sucre, ainsi que des recettes provenant du tourisme. Il y avait 200 000 touristes états-uniens qui venaient annuellement à Cuba dans les années 50. L'objectif de Washington était de prendre, par le biais de l'embargo, le peuple cubain en otage, de l'affamer, afin de le pousser à se soulever contre son gouvernement. Cela est écrit noir sur blanc dans les mémos internes justifiant cette mesure avant son adoption. Washington croyait vraiment que le régime castriste ne pourrait survivre à cette asphyxie et que de cette façon, les États-Unis pourraient reprendre le rôle qu'ils avaient tenu jusqu'en 1959 et renverser la révolution. Cette croyance a persisté jusqu'aux années 2000. La chute de l'URSS en 1991 a ravivé l'espoir dans l'efficacité de cette mesure, ce qui a fait que les États-Unis ont durci l'embargo. À ce propos, il faut dire qu'il y a deux mots qui sont utilisés. Les États-Unis parlent d'embargo, Cuba parle d'un blocus. C'est tout à fait justifié de parler d'un blocus, puisque l'embargo concerne non seulement les produits, mais aussi la technologie, le transport, le financement, le crédit, la monnaie, l'accès à Internet, etc. D'autant plus que Washington a cherché à rendre cet ensemble de mesures multilatérales, à donner à sa législation anti-cubaine une portée extraterritoriale, surtout à partir de 1996, lorsque le Congrès a adopté la loi Helms-Burton, ce qui est en contradiction avec le droit international tant humanitaire que commercial. Mais le blocus n'est qu'un des leviers d'intervention qu'a utilisé les États-Unis contre Cuba. Nous savons tous que les États-Unis ont organisé l'invasion de l'île en avril 1961. L'invasion de la baie des Cochons, comme cet épisode est connu, est l'épisode le plus connu et le plus spectaculaire de nombreuses tentatives qu'ils ont menées pour inverser le cours de l'histoire à Cuba,
mettre fin à la révolution et installer un gouvernement ami à La Havane. L'opération Zapata, comme on appelait son nom de code, le débarquement de la baie des Cochons et tous ceux qui avaient préparé cet événement, se solda par un fiasco. Les envahisseurs ne purent libérer un territoire et en faire une tête de pont pour établir un gouvernement formé à Miami. Ce fut pour les États-Unis et l'administration Kennedy un échec retentissant, une humiliation cuisante. L'assassinat de John F. Kennedy est probablement relié à cet échec. Des membres de la CIA et des exilés qui avaient participé à l'opération Zapata ne lui ont pas pardonné de n'avoir pas engagé à fond l'aviation des États-Unis en appui au débarquement. Pour les Cubains, en revanche, Playa Girón, le nom que l'on donne à ce que les Américains appellent la baie des Cochons, est une source de fierté. C'est David affrontant Goliath. Ils ont défait les États-Unis dans l'action d'hostilité la plus visible que ceux-ci ont organisée contre eux. La stature de Fidel Castro en est sortie grandie. Il avait dirigé les opérations de riposte depuis sur le terrain même et de façon vraiment habile. La victoire a accéléré le cours de la Révolution. Elle a consolidé la Révolution. Faisant preuve d'ironie, Che Guevara remercia le représentant des États-Unis à Punta del Este en 1962 pour cette agression qui avait soudé le peuple cubain et qui lui avait permis de développer une fierté dans sa capacité de résistance. D'autres formes d'agression ont jalonné les 5 dernières décennies. On a dénombré des centaines d'actes de sabotage. Le document que vous avez entre les mains, qu'on vous a distribué, fait état d'un certain nombre de ces actions d'agression. Donc, des actes de sabotage contre des installations cubaines, des bateaux, des attentats contre les missions diplomatiques, dont le consulat de Montréal, contre les hôtels, des tentatives d'assassinat contre des dirigeants aussi. On a dénombré plus de 600 tentatives contre Fidel lui-même. Certaines qui ne furent que des projets, mais d'autres qui ont échoué en raison de l'efficacité des appareils de sécurité cubains. Depuis 1959, Cuba aurait ainsi subi plus de 700 actes terroristes qui ont fait plus de 3000 morts et plus de 2000 handicapés. Ces attaques, je le souligne, ont été préparées depuis le territoire états-unien et le plus souvent financées et conseillées par les États-Unis ou des appareils appartenant à l'administration même des États-Unis. Les États-Unis ont même pratiqué une forme de bioterrorisme, introduisant dans l'île des maladies visant les humains, comme la dengue, les formes de neuropathie, les plantes, la rouille de la canne à sucre et du tabac, contre le cheptel aussi, avec la fièvre porcine, des maladies qui ont affecté les humains, occasionné des morts et engendré des dommages importants à l'économie cubaine. Ils ont orchestré également des actes de propagande et d'incitation à la désobéissance civile, au sabotage, diffusés depuis des radios spécialisées, mettant sur pied dans les années 80 Radio Marti et TV Marti, chargés d'émettre pour Cuba en contravention avec la législation internationale sur l'utilisation des fréquences hertziennes. Les États-Unis ont mené des campagnes récurrentes pour discréditer le régime cubain. L'angle d'attaque a été la question des droits de la personne. Ils ont politisé à l'excès cette question, hors de tout contexte, sans égard au fait qu'ils contribuaient par leurs actions et leurs politiques à induire et à entretenir à Cuba une attitude défensive, frileuse, paranoïaque, diraient certains. Dans le contexte d'une société qui vit le syndrome de l'île assiégée, il n'y avait pas de place pour une opposition organisée qui ferait figure de cheval de Troie ou de 5e colonne au service de l'impérialisme. En effet, l'antagonisme états-unien a fourni la meilleure justification pour éliminer toute opposition accusée de collaborer avec l'ennemi.
La réaction des autorités cubaines fut parfois excessive, mais la menace était, elle, bien réelle. Les États-Unis ont fait ainsi, un exemple assez récent, de la blogueuse Ioanni Sanchez, une célébrité internationale, lui obtenant des prix et des postes par leurs interventions auprès d'agences à l'étranger. Ils ont tout fait pour faire naître, financer et orienter une opposition interne. Ce n'est d'ailleurs pas le moindre des paradoxes que les États-Unis aient été, en raison de leur politique hostile, axée sur l'ingérence continue, un obstacle majeur à l'institutionnalisation du pluralisme à Cuba. Pendant ce temps, Cuba a opposé une résistance tenace, construisant son socialisme à l'intérieur et dénonçant à l'extérieur les actions et les visées de l'Empire, lui opposant une morale fondée sur des principes de justice sociale et pratiquant une solidarité internationale exemplaire. Ces soldats ont combattu dans des guerres anticoloniales, contribuant en Angola à accélérer la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Ces médecins et son personnel de santé ont soigné et soignent toujours dans une soixantaine de pays, ayant engagé le plus grand contingent de médecins dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Plus de 100 000 étudiants étrangers ont été formés à Cuba dans les sciences médicales, en éducation physique et dans d'autres domaines. Et des millions de gens à travers le monde, dans le tiers-monde, ont appris à lire et à écrire grâce à la méthode cubaine Yo si puedo. Oui, je peux. Cuba n'a jamais représenté une menace militaire pour les États-Unis, sauf à un moment, en 1962, quand furent installés des vecteurs qui auraient pu porter des ogives nucléaires contre des cibles aux États-Unis. Cette menace a pris fin en novembre 1962 avec le démantèlement des missiles et leur rapatriement en URSS. L'installation des missiles avait pour but de dissuader les États-Unis d'envahir Cuba, cette fois directement et non seulement par le biais de troupes mercenaires. C'était pour les Cubains un parapluie. Fidel voulait d'ailleurs que les États-Unis apprennent leur existence une fois que les missiles soient devenus opérationnels. Les Soviétiques étaient partisans, en revanche, du secret. Ils retirèrent d'ailleurs les missiles contre l'engagement de John F. Kennedy à renoncer à envahir Cuba, un engagement qui ne fut cependant jamais public et que certaines administrations, l'administration Nixon et l'administration Reagan, songèrent à violer. La crise des missiles eut pour conséquence d'enrayer les actions qui étaient prévues pour octobre 1962 dans le cadre de l'opération Mangouste. Une de ses composantes était l'opération Northwoods, peut-être le plan le plus immoral conçu par les États-Unis. Il s'agissait de réaliser une série d'actes terroristes belliqueux de manière à faire de Cuba leur auteur et ainsi justifier une invasion états-unienne au nom de la légitime défense. Or, les Soviétiques eurent vent de ce projet dès les débuts de 1962 et en informèrent Fidel. L'installation des missiles se voulait une réponse conjointe, une réponse dissuasive. La révolution cubaine a représenté pour les États-Unis un immense défi à leur autorité, un rappel permanent des limites de leur puissance dans leur propre hémisphère, dans ce qu'ils considèrent être leur arrière-cour. Cuba a démontré la face du monde qu'on pouvait tenir tête à la volonté d'hégémonie, défendre son indépendance, construire une société aux antipodes de la société états-unienne, un État socialiste avec des citoyens mus par des rêves collectifs, une société qui misait sur la santé, l'éducation, le travail pour tous, la réduction des écarts entre les classes sociales, les groupes sociaux raciaux, les hommes et les femmes, les villes et les campagnes, avec des valeurs axées sur la solidarité interne et internationale. Cette société se construisait à 150 km de la Floride, un des grands miroirs aux alouettes du capitalisme états-unien. Cet exemple d'indépendance et cet autre modèle de développement pour une Amérique latine tiraillée par des inégalités criantes, soumise à un capitalisme largement sauvage,
dirigée par des élites collaborationnistes, constituait en effet un défi. Les États-Unis répondirent d'abord en lançant l'Alliance pour le progrès, puis par le soutien aux coups d'État et aux dictatures militaires dans les années 64 et jusqu'à la fin des années 70. Les gouvernements civils qui devaient prendre la relève décidèrent de se régir par le consensus de Washington et ses politiques néolibérales. Dans les années 90, ce fut la ligne de conduite des gouvernements d'Amérique latine. Les États-Unis ont constamment cherché à isoler Cuba et ils n'y sont jamais parvenus, même après avoir manœuvré pour faire expulser Cuba de l'OEA en 1964. Pendant plus de 20 ans, à compter de 1991, ils se sont retrouvés seuls avec Israël et parfois un petit État client à voter contre une résolution cubaine à l'ONU réclamant la levée du blocus. Entre-temps, l'Amérique latine a changé. Si elle a pu, dans les années 60, et en partie sur les années 70, faire presque bloc derrière les États-Unis pour isoler Cuba, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Des gouvernements progressistes ont été portés au pouvoir par un électorat instruit par sa participation à des mouvements sociaux très variés. L'intégration de l'Amérique latine a avancé sur bien d'autres voies que le commerce, ce que les États-Unis prônaient avec la création d'une zone de libre-échange des Amériques. Et sans que les États-Unis n'aient droit au chapitre. C'est le cas de 3 organisations qui sont importantes à l'heure actuelle, c'est-à-dire CELAC, la Communauté des États latino-américains Caraïbes, ALBA, l'Alliance latino-américaine bolivarienne, et UNASUR, qui est l'Union des pays d'Amérique du Sud. L'Amérique latine construit son intégration dans la diversité. Cuba est dans ce processus un chef de file, un acteur et un partenaire respecté. Le respect de l'autonomie de chacun des États est le gage de la paix et peut être source de prospérité. Cuba et l'Amérique latine réclament que les États-Unis respectent leurs choix en matière de politiques économiques et de développement social. De quel droit ces derniers interviendraient-ils dans leurs affaires? Au nom d'un modèle de développement qui ne fait plus recette? Un modèle qui a accru les écarts entre les plus riches et les plus pauvres, qui transforme tout en marchandises, depuis l'éducation, la santé, les postes électifs, je pense aux coûts faramineux des campagnes électorales au sud, et un modèle qui tend à se répandre aussi dans des pays voisins comme au Mexique. Les États-Unis sont, en raison de la consommation de drogue, un immense marché pour les cartels qui en tirent leur fortune et les moyens de tout corrompre et qui s'y approvisionnent en armes. Le Mexique, par exemple, est une victime de tous ces trafics orientés nord-sud, sud-nord. Barack Obama et les États-Unis, en mettant à jour la politique cubaine, cherchent à éliminer un point de friction avec leurs partenaires latino-américains et à reprendre l'initiative afin de mieux défendre leurs intérêts dans la région où ils ont exercé une réelle hégémonie dans le passé, alors qu'ils enregistrent des échecs ailleurs dans le monde. Ils considèrent l'Amérique latine comme leur arrière-garde stratégique. Et ils ont besoin de stabilité dans cet espace pour le cas où ils devraient affronter une 3e guerre mondiale ailleurs sur la planète, particulièrement au Moyen-Orient, ou face à la Russie ou à la Chine, 2 rivaux qui multiplient leurs contacts avec l'Amérique latine même. Les États-Unis s'étaient placés depuis un demi-siècle du mauvais côté de l'histoire. L'administration Obama a eu le courage politique d'engager une rupture. Le moment était opportun, à 1 mois de l'entrée en fonction du nouveau Congrès qui lui était hostile, à 2 ans de son retrait de la vie publique. Cuba lui fournissait l'occasion d'amorcer un virage indispensable, voire inéluctable, et de marquer ainsi sa présidence pour la postérité, pour les futurs historiens, disons. Et là, j'arrive à la 2e partie. S'agit-il d'une rupture profonde? J'en doute. Mon scepticisme découle d'abord de ce qu'a été l'histoire. L'indépendance cubaine a toujours été contraire à la façon dont les États-Unis ont défini et défendu leurs intérêts de sécurité avant et après 1959.
Au 19e siècle, ils ont vécu le syndrome du fruit mûr. John Quincy Adams, secrétaire d'État du président Monroe, celui à qui on attribue la doctrine Monroe de l'Amérique aux Américains, écrivait en 1823 « L'annexion de Cuba à notre République fédérale sera indispensable. Selon les lois de la gravitation politique, il existe une gravitation physique de celle de Newton, Cuba, détaché de l'Espagne, parce que Cuba était une colonie de l'Espagne jusqu'en 1898, devrait tomber dans le giron des États-Unis de la même manière qu'un fruit mûr tombe nécessairement au sol. Voilà pourquoi les États-Unis s'opposèrent au projet du Mexique et de la Colombie de tenter de libérer Cuba du joug espagnol dans les années 1825-1830. Ils craignaient qu'elle s'accompagne d'un soulèvement des esclaves qui aurait eu des répercussions chez les esclaves des États du Sud. La question de l'esclavage fut ensuite une pomme de discorde entre le Nord et le Sud des États-Unis, faisant que le Nord ne voulait pas renforcer le Sud par l'annexion de Cuba, où l'esclavage ne fut aboli qu'en 1886. Ce fut un empêchement à l'annexion, à l'achat de Cuba auprès de l'Espagne et ensuite à son annexion. En 1898, alors que les patriotes cubains allaient l'emporter dans la dernière phase de la guerre hispano-cubaine engagée en 1895, avec comme figure de proue Antonio Maceo et évidemment José Martí, les États-Unis créèrent l'occasion d'entrer en guerre contre l'Espagne en réplique à l'explosion du Maine, un navire de guerre qui se trouvait par hasard, qu'on avait envoyé dans le port de La Havane. Et les États-Unis ont rendu responsable l'Espagne, considérant qu'il s'agissait d'un sabotage, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une explosion interne par une mauvaise conception du destroyer. Et c'était tout simplement un prétexte pour leur permettre d'entrer en guerre contre l'Espagne. C'est eux qui signèrent le traité de Paris avec l'Espagne, en l'absence des Cubains, comme si les Cubains n'avaient eu pas de rôle déterminant dans la défaite de l'Espagne à Cuba. Les États-Unis acquérant du même coup, non seulement Cuba, mais aussi Porto Rico, Guam et les Philippines. Les États-Unis occupèrent Cuba et ne se retirèrent qu'une fois que les Cubains eurent accepté l'amendement Platt à la Constitution, par lequel l'occupant se réservait un droit d'intervention à répétition, chaque fois qu'il le jugerait nécessaire. La République cubaine naissait ainsi sous la tutelle Yankee. Et la situation devait se prolonger jusqu'en 1959. Aucun gouvernement cubain ne pouvait se maintenir sans l'accord des États-Unis. Au 20e siècle, une fois que Cuba fut libéré d'Espagne, le conflit entre Cuba et les États-Unis a toujours eu comme base l'affirmation de la souveraineté par l'un face à la volonté hégémonique de l'autre. Cette volonté de contrôler, de dominer Cuba, de déterminer ses choix en matière de politiques économiques ou d'alliances commerciales et diplomatiques. Les relations entre ces deux pays n'ont jamais été normales. Ils ne l'ont pas été au 19e siècle, ils ne l'ont pas été au 20e siècle. Et cela était le cas avant même la Révolution de 59. Elle n'était pas normale parce qu'elle était tendue entre deux pôles. Libération d'un côté, domination de l'autre. Rébellion d'un côté, soumission voulue par l'autre. En second lieu, mon scepticisme découle aussi des propos même de Barack Obama lors de l'annonce faite le 17 décembre. Le président a pris soin de dire que le changement de politique s'adressait au peuple cubain et non au gouvernement cubain. Cette distinction est essentielle. C'est comme s'il résistait à reconnaître le rôle de l'État et du gouvernement en tant qu'interlocuteur légitime. Les discours de Barack Obama en décembre et celui de l'Union en janvier indiquent assez clairement que l'administration, si elle a renoncé à user du gros bâton au profit de la carotte, entend poursuivre une politique nettement marquée par l'ingérence. En voici certaines manifestations et qui fait référence
qui font référence à des déclarations et à des décisions. L'insistance que les États-Unis mettent sur le rôle de la société civile et l'appui qu'ils fourniront. Par société civile, ils entendent des acteurs sans lien, voire en opposition au gouvernement. Ils ne reconnaissent pas les organisations de masse qui sont à Cuba la principale expression de la société civile, que ce soit la Fédération des femmes cubaines, la CTC, la Centrale des travailleurs cubains, les organisations étudiantes, les collégiens et tout, donc l'Association des petits agriculteurs. Ce sont toutes des associations, des organisations de masse, mais on considère que ce ne sont que des courroies de transmission des ordres venant d'en haut vers le bas. Deuxièmement, l'insistance sur le secteur privé et sur les mesures aptes à accroître sa prospérité et son poids. Les États-Unis considèrent le secteur privé comme le fer de lance de leurs intérêts. Leur politique au 20e siècle a été de coopter les Cubains qui acceptaient de collaborer avec eux en échange d'avantages, de l'argent, de l'influence, du prestige. Troisièmement, l'insistance à promouvoir la démocratie et les droits de la personne selon l'acception et la vision qu'en ont les États-Unis. Les États-Unis ne reconnaissent pas dans le système politique cubain l'expression de la démocratie. Ils ne prennent pas en considération les droits sociaux. Ils se limitent à la dimension civique des droits de la personne, tels que la liberté d'expression. Pour eux, c'est l'existence de médias privés. La liberté d'association, ce sont des syndicats indépendants, des syndicats qui mèneraient des luttes contre l'État patron. La pluralité des partis politiques. Il faudrait aussi que le système judiciaire cubain adopte des formes compatibles avec ce que les États-Unis ont comme système judiciaire, c'est-à-dire un système contradictoire, où il y a des avocats qui se font faire, c'est chacun défendant sa partie. Autre élément, autre manifestation, promouvoir par les voyages, l'exposition des Cubains aux valeurs états-uniennes, faire des Cubano-Américains les meilleurs ambassadeurs des valeurs états-uniennes. Autre point, privilégier les investissements dans les télécommunications afin de favoriser les échanges entre Cubains et Nord-Américains. Les télécommunications, Internet, la téléphonie serait le nouveau canal de la subversion orienté, entre autres, vers la jeunesse. Utiliser les autres pays pour qu'ils enjoignent Cuba à appliquer la Charte démocratique interaméricaine qui reprend l'acception états-unienne de la démocratie et des droits de l'homme. Certains analystes diront que ces références d'Obama aux exigences qui ont justifié les ingérences passées et sa façon d'amadouer et de séduire une partie des congressistes afin de dégager une majorité nécessaire à la levée de l'embargo. Il est indéniable que la levée de l'embargo ne se fera pas sans le ralliement d'une majorité qui est loin d'être acquise. Mais d'après moi, ces exigences font trop partie du fonds de commerce de la culture politique états-unienne pour qu'elles ne soient ici que des éléments d'une rhétorique à vocation interne. Rien n'indique, en effet, que les États-Unis aient renoncé à la stratégie qui fut la leur pendant plus d'un demi-siècle. L'objectif plus ou moins affirmé, selon les milieux, est toujours d'induire un changement de régime à la Havane et d'en finir avec le socialisme. Ils croient seulement que le soft power pourrait réussir là où l'usage de la force a échoué. Donc, c'est le soft power, le pouvoir intelligent, au lieu du gros bâton, de moyens militaires, de la subversion agressive produisant des morts, par exemple. C'est, à mon avis, la raison qui guide ce qui n'est au fond qu'un changement de tactique. La résistance de Cuba à défendre sa voie risque cependant d'être encore plus difficile maintenant, avec le rétablissement des relations diplomatiques. Un des sujets qui est débattu présentement, c'est quelle sera la taille de la représentation états-unienne à la Havane.
le nombre de fonctionnaires, parce qu'on sait très bien qu'une ambassade des États-Unis, ça compte beaucoup d'argent et d'espions dans des pays où les États-Unis ont une volonté d'intervenir et surtout de changer le rapport. Oui, j'achève. La défense de la... Pour donner la visibilité aux affiches. Ah, d'accord. On peut juste changer du train. OK? Et on va pouvoir faire des photos. Juste se déplacer. Excusez, c'est pour la postérité. Merci. C'est vous, moi? Ah, me déplacer. Non, mais il va à la place. Déplacer du train à la place. Ça la suite? C'est ça. OK. C'est moi qui va me déplacer. Je disais que la situation va être un peu plus difficile à Cuba parce que la défense de la souveraineté perdra la cohésion que lui assurait la lutte contre un ennemi déclaré. Mais je ne me fais pas non plus trop de soucis, puisque les Cubains ont appris au cours de ces 50 ans à repérer les intentions malicieuses de leurs nouveaux partenaires, si on peut s'exprimer ainsi. Et par conséquent, de ne pas leur faire de cadeaux. Ils ne seront pas naïfs et ils seront alertes. C'est d'ailleurs ce que l'on découvre lorsqu'on fréquente les sites comme Cuba Debate. Ceux qui lisent espagnol, je vous encourage à aller sur ce site, cubadebate.cu. Et là, il y a des échanges d'opinions. Vraiment, il y a un débat qui est facilité par l'existence de ce portail. Il ne fait pas de doute que cette décision de rétablir ou d'engager le processus menant à rétablir les relations diplomatiques et commerciales ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de Cuba. La décision de rétablir des relations avec Cuba ne sera cependant historique, et là je mets historique entre guillemets, que si les États-Unis renoncent à dicter et à orienter la conduite des dirigeants et du peuple cubain. Rien n'indique que les Cubains aspirent à vivre sous le régime économique et politique du Nord. Ils aspirent à un meilleur niveau de vie à l'intérieur d'un socialisme rénové et durable. La levée du blocus devrait y contribuer. Il y a une page que j'ai oublié d'insérer. La détente et le respect mutuel sont de nature à promouvoir la prospérité et les libertés. La relation conflictuelle qui a prévalu depuis 1959 n'était propice ni à celle-ci, ni à celle-là. Je veux simplement, cependant, vous faire que vous soyez conscient que la normalisation sera un processus long et contradictoire. Nous ne sommes présentement qu'au tout début. Nous assistons à une amorce. Il y a énormément de points de divergence. Et avec ce panorama que je vous ai tracé du passé, avec ces attitudes qui sont fortement ancrées dans l'esprit du partenaire états-unien, vous comprendrez que la normalisation puisse devoir être nuancée. Les États-Unis peuvent avoir des relations normales avec quantité de pays, mais avec des pays qui furent leurs adversaires avant tout dans le cas de Cuba idéologique, rien n'indique qu'ils ont renoncé à voir Cuba comme Cuba est, à accepter Cuba comme Cuba est. Ils veulent le transformer. D'ailleurs, si vous relisez le discours d'Obama du 17 décembre, vous verrez le mot transformation. Il dit que ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est déjà nous annoncer que l'orientation qu'il donne à cette politique, c'est de pouvoir jouer sur l'orientation future de Cuba. On parle du facteur biologique.
Le facteur biologique et le facteur générationnel, ils sont liés. À savoir que l'équipe des dirigeants actuels peut représenter surtout la vieille génération, celle qui a réalisé dans les faits la révolution en combattant dans la Sierra Maestra et dans la Sierra, dans le maquis, si l'on veut, mais il y a aussi des plus jeunes. Il y a peut-être 3 générations qui sont actuellement mobilisées dans le fonctionnement du gouvernement, de l'État. Il y a une génération de remplacement qui va remplacer des gens de l'âge de Fidel Castro qui est déjà sur la touche, mais de Raoul et d'autres. Et ces gens-là, il y en a d'autres qui sont encore plus jeunes. Ce que les États-Unis espèrent, c'est que les plus vieux meurent. En mourant, ils seront remplacés par des plus jeunes qu'on compte être plus influençables parce qu'ils n'auront pas connu la période de la prise du pouvoir et de tout ce qui s'est passé dans les premières décennies de la Révolution. Alors, le facteur biologique et générationnel est un élément qui fait croire aux États-Unis que l'avenir joue en leur faveur et que, comme c'est une anomalie qu'un pays choisisse le socialisme comme voie de développement, mais on reviendra à la réalité de ce qu'il est bien de faire si on veut un développement réel, c'est-à-dire les lois du marché, le multipartisme, alors qu'aux États-Unis, le multipartisme, c'est le bipartisme, et on sait comment les campagnes électorales se font, comment le Congrès fonctionne. Donc, c'est sûrement pas un modèle à suivre pour un pays qui se cherche une façon différente de faire les choses. À Cuba, l'objectif, c'est de défendre le socialisme, de le rendre viable, d'éliminer ce qui ne fonctionne pas bien, de manière à ce que le socialisme soit durable et puisse apporter aux Cubains ce qu'ils aspirent à recevoir, c'est-à-dire de meilleurs services, une meilleure vie, si on veut. Or ça peut être fait de l'intérieur sans balancer par-dessus bord, ce qui constitue les acquis d'un processus qui s'est étalé sur 50 ans et qui a produit d'immenses bienfaits au plan de l'éducation, au plan de la santé et dans d'autres domaines, je dirais culturels et même symboliques. Les Cubains sont très fiers de ce qu'ils ont réalisé, tout en étant conscients qu'ils ont commis des erreurs et qu'il faut mettre à jour leur système, mais pas faire le saut dans l'inconnu. Et le saut qu'on leur demande de faire, c'est de revenir à une situation qui était à peu près celle qui prévalait avant 59. Et surtout de le faire en renonçant à sa propre voie et en acceptant les dictats qui viennent du Nord, ce qui était la condition dans laquelle vivait Cuba jusqu'en 59, entre 1898 et 1959. J'aurais d'autres propos que j'avais comme ça lancés sur une feuille que je pourrais vous tenir, mais je pense que Alain Gonzalez est arrivé, n'est-ce pas? Et je vais lui passer la parole, quitte à revenir pour répondre à des questions. Je ne sais pas comment vous voulez que cette séance se déroule. Alors, je ne sais pas si il y avait des questions pour M. Morin. Oui. Ou une intervention. Oui. Rapidement. M. Morin, vous avez mentionné dans votre présentation la CELAC, la Banque nationale comme étant des organisations dont s'étaient dotés les différents pays d'Amérique latine pour des organisations, eux, pour servir leurs propres besoins ou intérêts dans différents secteurs. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour élaborer ou dire, selon vous, en quoi aussi, autant que ça aide, ça appuie la question de la souveraineté du peuple cubain, mais l'affirmation de la souveraineté aussi des peuples d'Amérique latine, je pense que je me trompe pas en disant c'est aussi, ça sert toute l'Amérique latine, ces trois organisations-là. Qu'en pensez-vous?
Oui, à l'exception de UNASUR ne regroupe que les pays d'Amérique du Sud. Dans le cas de l'ALCA, c'est l'ensemble des pays, soit 33 pays, 33 États d'Amérique latine et des Caraïbes, à l'exclusion, et c'est ça qui est important, du Canada et des États-Unis, qui sont présents à l'Organisation des États américains, mais qui sont exclus de la CELAC, parce que la CELAC, c'est un forum où les pays d'Amérique latine et des Caraïbes vont pouvoir discuter sans interférence et sans intervention des puissances du Nord, le Canada faisant partie d'une de ces puissances, de leurs problèmes et de solutions à leurs problèmes. En même temps, c'est une organisation qui renforce la solidarité et l'identité continentale latino-américaine et Caraïbes. L'ALBA, c'est un peu différent. L'ALBA est né d'une concertation entre Cuba et le Venezuela, et de Fidel et de Hugo Chavez, malheureusement décédé, un des grands chefs d'État et visionnaires de la nouvelle Amérique latine, celle à qui on attribue la naissance, justement par l'élection d'Hugo Chavez à la présidence en décembre 1998. Et vous avez sûrement entendu parler du Venezuela depuis Hugo Chavez, entre autres. Et donc, l'ALBA, c'est beaucoup plus réduit. Je ne me souviens pas du nombre de pays qui en font partie. En font partie le Nicaragua, en faisait partie le Honduras, mais il s'est retiré après le coup d'État contre Mel Zelaya. En font partie l'Équateur, évidemment Cuba, le Venezuela et un certain nombre, la Bolivie. Alors, ce sont des pays qui veulent une alliance bolivarienne, c'est-à-dire un peu reconstituée presque 200 ans plus tard, ce qui avait été le projet de Simon Bolivar, d'une union des peuples latino-américains, à l'époque excluant le Brésil. Le Brésil n'est toujours pas partie de l'ALBA. Et pour faire face à ce qu'était le danger venant du Nord, c'est-à-dire la volonté de puissance et d'hégémonie qui commençait déjà à s'exprimer venant des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis qui ont contribué à faire que le Congrès réuni à Panama en 1826 s'est terminé en queue de poisson parce que les États-Unis voyaient ça d'un très mauvais jour, la naissance d'une force organisée dans laquelle ils avaient été invités, mais ils voyaient que l'union des peuples et des pays latino-américains était déjà une possibilité de faire front commun contre eux. Alors, c'est assez important de voir les choses en histoire. C'est assez intéressant dans le discours d'Obama. Il demande d'oublier le passé. On ne peut pas oublier le passé. Il y a cette expression que je trouve très belle. Les États-Unis ne se souviennent jamais, l'Amérique latine n'oublie jamais. C'est vraiment, à l'heure actuelle, la plus grande leçon que nous pouvons tirer des événements qui se sont produits depuis, disons, un peu plus d'une décennie. L'Amérique latine se souvient de ce qu'elle a subi aux mains des États-Unis. Les États-Unis semblent oublier ce qu'ils ont fait de dommages dans cette Amérique et ce qu'ils ont fait de dommages à Cuba. Un des contentieux, sûrement, qui rebondira, c'est les États-Unis vont se faire le porte-parole de tous ces Cubains qui ont quitté l'île, qui ont perdu leur propriété, leurs usines, et aussi les entreprises états-uniennes qui ont été chassées, qui ont été expropriées pour réclamer des dommages qui vont se chiffrer à plusieurs centaines de milliards de dollars. Cuba pourra lui opposer les dommages causés par le blocus, qu'on peut estimer à des centaines de milliards, même à 1000 milliards de dollars au cours des 53 années que le blocus a été actif, plus tous les dommages causés par les sabotages de différentes façons, comme je vous le disais. Alors, il y a un contentieux là. Je pense que ce contentieux est tellement gros que ce n'est pas celui qui va se retrouver sur la table bientôt. Ce qui se retrouve sur la table, c'est des choses beaucoup plus concrètes et immédiates sur lesquelles l'un et l'autre peuvent agir.
la question des droits de la personne. Vous avez bien vu, ceux qui suivent les médias, que Cuba a invité à Washington n'a pas accepté de subir la leçon des États-Unis sur la manière de respecter les droits de la personne. Ils ont aussi tenu à mettre la question des droits de la personne sur la table. Et de leur point de vue, c'est-à-dire la situation des Afro-Américains qui sont victimes de la répression policière, entre autres des prisonniers qui sont gardés. Il y a beaucoup plus de gens de couleur dans les prisons des États-Unis dans le corridor de la mort. Tout ça, ça fait partie des droits de la personne. Donc, je pense que les deux pays, et c'est ça la position de Raúl Castro, à savoir qu'il faut discuter avec respect des positions de chacune. Et on ne peut pas faire la leçon à l'autre. Si vous voulez nous faire la leçon, nous sommes capables de vous faire la leçon à vous aussi. C'est un peu ça la chose. Donc, nous avons des différences idéologiques, nous allons conserver nos différences, mais nous allons en discuter de façon civilisée. Et c'est ça le propos que Raúl voulait faire passer dans son allocution le 17 décembre dernier. Alors, pour te résumer peut-être, je suis parti sur quelques tangentes, mais ces associations, ces organisations sont très importantes pour servir de point de ralliement sur des grands dossiers qui sont des dossiers économiques concernant le commerce, mais qui sont aussi des dossiers concernant les droits de la personne, concernant les institutions démocratiques, mais pas dans l'acception que leur donnent les États-Unis dans les forums qu'ils contrôlent ou qu'ils essaient de contrôler, c'est-à-dire l'OEA, d'une part, et le Sommet des Amériques, d'autre part. Et on voit que les pays d'Amérique latine ne vont plus accepter des leçons sur la manière de gérer leurs affaires, y compris au Sommet des Amériques, qui est une initiative du président Clinton, puisque c'est en 1994 à Miami qu'a été tenu le premier sommet, et dont on voulait exclure Cuba. Et s'il n'y avait pas eu la pression des pays latino-américains, Cuba serait encore à l'extérieur. Et la tenue de ce sommet présentement a été une des raisons pour lesquelles Obama a, en décembre dernier, décidé de faire ce geste qui permet à Cuba, avec l'accord des États-Unis, mais en évitant l'humiliation totale, parce que c'est ce qui se serait passé, ces pays d'Amérique latine auraient boycotté le sommet. Ils étaient assez nombreux pour en faire un échec total, ils ne se seraient pas présentés à Panama. Donc, vous voyez que les choses changent dans cette Amérique latine qui n'est plus celle où les États-Unis pouvaient donner l'art, jouer au chef d'orchestre et dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui? Ça peut être quoi l'impact présentement des États-Unis? Ça change beaucoup sur le Venezuela. Il y a une tentative de coup d'État qui a été déjouée récemment. Oui, c'est vraiment... Sur ces négociations-là entre les États-Unis et Cuba. Il y a vraiment là une contradiction, il y a vraiment là un paradoxe. En même temps que les États-Unis engagent un processus de normalisation, entre guillemets, ou en tout cas de rapprochement avec Cuba, ils veulent mettre le Venezuela sur la sellette et le président, en mars, signe un décret présidentiel lui permettant d'imposer des sanctions contre des 7 hauts fonctionnaires de l'État vénézuélien, sans aucune justification. Sans aucune justification. C'est une manière d'ingérer et de donner un appui à l'opposition vénézuélienne. Et là, quand j'écoutais tout à l'heure le consul, à l'ambassade des États-Unis à Caracas, il y a une centaine de fonctionnaires. Le Venezuela a une vingtaine de fonctionnaires à Washington. Il y a vraiment dans l'ambassade quantité de fonctionnaires qui sont là pour rencontrer l'opposition, leur donner de l'argent, les financer, leur donner des conseils, donc à faire de la subversion. Et c'est un peu ça qui est dangereux dans le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba. C'est d'utiliser l'ambassade pour rendre plus efficace la subversion. Et c'est parce que les États-Unis ont reconnu que leur politique avait échoué
à Cuba parce qu'ils ne pouvaient pas influencer la politique cubaine telle que les Cubains l'appliquent. Ils étaient extérieurs. Là, ils veulent être à l'intérieur. Et c'est ça le danger. Pour revenir au Venezuela, le Cuba est un peu menaçant parce que si vous réussissez à engager un processus d'expulsion, vous créez une situation de désobéissance comme celle qui s'est produite au printemps ou à l'hiver 2014, dans le but de provoquer une sortie, c'est-à-dire de faire que le président Nicolás Maduro soit forcé de démissionner parce que c'est ingouvernable. Le Venezuela devient ingouvernable. À ce moment-là, l'opposition pourrait prendre le pouvoir, ou en tout cas être mêlée à une solution de rechange. Les États-Unis veulent encourager par ce décret aussi l'opposition à dire maintenez la pression parce que vous allez peut-être l'avoir à l'usure. Il y a un référendum révocatoire qui peut être tenu au Venezuela l'an prochain, parce que ça fera exactement 3 ans que Nicolás Maduro est président. Et on peut engager un référendum révocatoire. Et dans ce cas-là, il y a de nouvelles élections et il pourrait être minoritaire, il pourrait être renversé. Alors, vous voyez qu'il y a des enjeux. Mais au fond, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, tenus par des gouvernements progressistes, on utilise des voies qui sont des manifestations, comme il y en a eu au Brésil, en vue de discréditer les gouvernements progressistes, comme le gouvernement brésilien, le gouvernement argentin, le gouvernement équatorien également, de manière à créer une situation de crise politique en vue de réussir ce qu'ils ont réussi au Honduras, ce qu'ils ont réussi au Paraguay, c'est-à-dire de faire sortir le président élu au profit d'un nouveau gouvernement qui est ami avec eux. Oui, d'abord. Alors, d'abord, merci de votre conférence, également à M. Alain González, consul de Cuba. Le titre de votre conférence, qui est vraiment très bien choisi, le rapprochement des États-Unis, un accord historique. Et la question, vraiment, il fallait se la poser. Et si on regarde le passé, si on regarde le présent, ni le passé ni le présent ne sont pas garants de l'avenir, à cause de la politique belliciste et impérialiste du gouvernement des États-Unis, pas du peuple des États-Unis. Mais en même temps, il y a une donnée extrêmement importante qu'on ne dit pas souvent, qu'on ne regarde pas souvent. Aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, contexte dans lequel nos vies économiques et financières sont en étroite interrelation, plus que ça, en interdépendance. Dans ce contexte de mondialisation, notre vie politique et sociale sont totalement interreliées. Et en plus de ça, nous avons ce qu'on a en commun et qui ne connaît pas de frontières ni d'idéologie, c'est le problème de l'environnement climatique, dont je viens de faire une marche extraordinaire. Alors tous ces éléments-là pointent vers quoi? Ces éléments-là qui sont structurels et qui vont en croissant encore, sont totalement, dans cette situation, la politique hégémonique et toute politique de domination de n'importe quelle idéologie est totalement obsolète. Il est à contresens parce que nos vies sont soudées et seront de plus en plus soudées dans un destin commun. Donc il faut sortir de cette vision guerrière et tribale ancienne. Merci. Tout à fait d'accord. Oui, s'il vous plaît, quelle est la différence au niveau politique, l'impact sur les Cubains entre Raúl Castro et Fidel Castro? Quelle est la différence? Je crois que je ne veux pas m'aventurer dans des comparaisons. Moi, je considère que Fidel Castro est le plus grand chef d'État du XXe siècle.
au niveau de ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu galvaniser, sa vision du monde, sa capacité à mobiliser les Cubains vers quelque chose qui pouvait paraître totalement irréaliste et irréalisable. Raoul, lui, a été mêlé davantage à la gestion d'abord des forces armées, et il a peut-être un plus grand sens des réalités économiques. Il est beaucoup plus un gestionnaire, alors que Fidel pouvait vraiment bousiller les choses, parce que je me souviens, il visitait un centre de travail, voyait un problème, apportait une solution, mais il déplaçait le problème, parce qu'en solutionnant un endroit, il pouvait créer des lacunes ailleurs. Donc, il pouvait manquer de discipline, alors que Raoul est un homme qui a su inculquer aux forces armées un sens de la discipline, mais aussi de la gestion responsable, en fonction de ce qui est vraiment possible, tout en ayant une vision à long terme, ce qu'avait Fidel, mais ce qui n'était pas toujours bien fondé dans les possibilités réelles du pays. Alors, je pense que l'arrivée de Raoul a facilité ce passage qui est très important de ce qu'on appelle l'actualisation du modèle cubain, c'est-à-dire du système économique cubain. Et de faire comprendre aux Cubains, c'est pas toujours facile, qu'on pourra améliorer les conditions de vie dans la mesure où on produira plus, qu'on améliorera l'efficacité, la productivité, et qu'on aura une discipline au travail, qu'on ne chapardera plus, qu'on ne volera plus les ressources qui appartiennent à tous, mais qu'on peut voler parce que ça appartient à l'État, et là, l'État peut être un être totalement abstrait. Donc, Raoul a davantage de sens des réalités, et je crois que c'est un gros avantage qu'il soit devenu un peu le chef d'orchestre, mais c'est aussi un homme qui est un homme qui dirige dans la collégialité. À la différence de Fidel, qui est un homme qui mobilise, mais qui mobilise peut-être avec une pensée qui est une pensée extrêmement diversifiée, mais peut-être pas aussi collégiale que celle qu'a toujours pratiqué Raoul et qu'il continue d'appliquer. Alors, c'est un peu ça mon jugement sur les deux personnages. C'est bien que les gens qui ne connaissaient pas Raoul ont appris, les Cubains qui ne connaissaient pas Raoul ont appris à l'apprécier. C'est pas quelqu'un qui va faire de longs discours. Je comparais le discours qu'il a fait à l'occasion du 17 décembre, ça tient en une page. Ça tient en une page, alors que Obama s'est permis à peu près 2 pages et demie en simple interligne. Je compare dans le même format l'annonce changement. Mais il est vrai que dans ce cas-là, c'était aux États-Unis qu'il appartenait de faire le premier geste, parce que ce sont eux qui ont rompu les relations diplomatiques en janvier 1961. C'est eux qui ont imposé l'embargo ou le blocus. C'est eux qui ont eu une politique extrêmement immorale envers Cuba. Alors, c'est à eux qu'il appartenait de poser ce geste, alors que Cuba ne faisait que recevoir cette annonce avec plaisir, d'autant plus qu'ils avaient participé à tout ce qui a précédé l'annonce du 17 novembre, pendant l'année qui a précédé, dans des rencontres secrètes ici au Canada, entre autres. Oui? Oui, j'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez tout à l'heure, que les Américains ne se souviennent jamais, et l'Amérique latine se souvient toujours, n'oublie jamais. C'est compréhensible. Les Américains, quand ils concoctent leur forfait, ça se fait à un tout petit niveau. Un petit groupe d'individus, le peuple n'est peut-être pas au courant du tout de ce qui est en train de se passer à l'extérieur. La réalité est qu'il n'y a que quelques individus qui savent toutes les pressions qui sont en train d'exercer partout dans le monde. Alors que ceux qui subissent, c'est le peuple qui subit dans son sang. Et donc, les traces restent après des générations et des générations. Donc cette formule, elle se comprend tout à fait de cette façon-là. Donc, vous avez, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé votre conférence, donc je tiens vraiment à vous en remercier. Vous avez tout à l'heure exprimé un souci que je partage, qui est de dire, ok, on va ouvrir de nouvelles relations diplomatiques,
Les Américains vont aller installer leur grosse ambassade avec tous les petits trucs qu'il y a dedans et avec le risque de se donner les moyens avant de commencer à déstabiliser comme il faut. Et moi, j'exprime vraiment la même appréhension. Qu'est-ce qui peut permettre d'espérer que le peuple cubain ne va pas subir ce qui est en train d'arriver justement au Venezuela aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un élément d'espoir qu'on peut considérer? Peut-être que le consul peut nous aider à comprendre ça aussi. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on va vers ça aussi. Ils vont avoir les moyens de déstabiliser Cuba. Je voudrais, en tout premier lieu, avant de céder la parole au consul, dire qu'en tant qu'historien d'Amérique latine, je considère que les Cubains, en tant que peuple, et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup dans mes voyages et séjours à Cuba, sont et le peuple le plus éduqué et le mieux formé à ce qu'a été l'histoire, pas seulement l'histoire des relations entre les États-Unis et Cuba, mais aussi leur propre histoire. Et ça les prépare à être prudents et à ne pas succomber au mirage des relations avec les États-Unis et à décrypter ce que les États-Unis ont en tête lorsqu'ils s'amènent à Cuba. Alors, je pense qu'on peut être inquiet, mais connaissant le peuple cubain, connaissant aussi la qualité des dirigeants, des cadres, je crois que l'on saura résister aux appels des sirènes et qu'ils comprendront que derrière la carotte, il y a toujours le bâton. On a